Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je me présente, Charles Benjamin. Je suis enseignant au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en sciences politiques. Et je suis également conférencier à l'Université du troisième âge affiliée à l'Université de Sherbrooke. Donc, il me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous. Je devine que le conflit en Ukraine vous interpelle, peut-être que suscite chez vous des inquiétudes, des angoisses qui sont légitimes. Aujourd'hui, ce que je vais proposer, c'est de présenter le conflit, les enjeux, les conséquences pour l'ordre international, les dénouements possibles de ce conflit. La conférence devrait durer environ 1h30 et il y aura une période de questions par la suite. Mais durant mon exposé, gênez-vous pas, vous pouvez également poser vos questions, mais il est peut-être préférable de les conserver pour la fin. Le conflit en Ukraine, donc, effectivement, nous interpelle beaucoup. C'est un conflit qui représente, à mon avis, un séisme géopolitique. C'est un conflit qui bouleverse l'ordre international. C'est un conflit qui est inédit également dans l'histoire récente, qu'une puissance nucléaire, la Russie, envahisse de façon flagrante un pays aux portes de l'Union européenne, une démocratie par ailleurs, c'est inédit depuis 1945. Et comme je l'ai intitulé, ça bouleverse l'ordre international, l'ordre mondial. On peut voir le conflit en Ukraine un peu comme des poupées russes. Il y a 3 problèmes de sécurité qui s'imbriquent l'un dans l'autre. D'abord, il y a une dimension proprement ukrainienne, une dimension locale, donc les enjeux propres à l'Ukraine. On va voir ça en début de présentation. Ensuite, il y a une dimension plus régionale, les enjeux européens. Et enfin, il y a une dimension internationale, les enjeux donc qui relèvent des rapports entre la Russie et les États-Unis et l'Occident de façon plus générale. Donc, on va y aller dans l'ordre, enjeux locaux, enjeux régionaux et ensuite enjeux internationaux. Ça vous va? On y va? Très bien. L'Ukraine, donc un pays d'Europe de l'Est, un pays vaste, c'est le pays le plus vaste en Europe, hormis la Russie. C'est un pays relativement peuplé, 44 millions d'habitants, donc c'est plus que le Canada. Par comparaison, la Russie, 146 millions d'habitants. Il y a quand même une disproportion. Et c'est un pays où il y a une double identité. C'est un pays qui est partagé entre 2 appartenances. Son appartenance à l'espace russe et son appartenance à l'espace européen. C'est donc un pays qui est à cheval sur 2 civilisations, la civilisation russe et la civilisation européenne occidentale. Et cette double identité, elle se manifeste sur le plan linguistique. Il y a 2 principales communautés linguistiques qui cohabitent en Ukraine. D'abord, les ukrainophones, les Ukrainiens dont la langue maternelle est l'ukrainien. Les ukrainophones représentent environ 70 de la population, 68 pour être précis. Donc, ils sont majoritaires, très majoritaires. Mais il y a également en Ukraine une importante minorité de russophones. Les russophones représentent 30 de la population. Et il y a un 2 autre. On parle polonais, roumain. Le 30 de russophones, important. Les russophones sont concentrés dans 2 régions en Ukraine. D'abord, la Crimée, la péninsule de Crimée que l'on aperçoit ici en rouge. Au sud, les russophones sont environ 65 en Crimée. Et ensuite, on a le Donbass, les 2 républiques en rouge à l'extrême est de l'Ukraine, peuplées fortement de russophones, à plus de 75 Et enfin, dernière chose à dire, sur le plan religieux, la grande majorité des Ukrainiens sont chrétiens orthodoxes. Autant les russophones que les ukrainophones. Il y a une minorité également de catholiques uniates, surtout dans l'ouest du pays. Et il y a également une minorité de musulmans tatars. Donc, ce sont 2 peuples, 2 communautés qui partagent une même culture. La langue ukrainienne et la langue russe, ce sont 2 langues slaves qui appartiennent donc à une même famille linguistique.
Et sur le plan religieux, bien qu'il y ait des différences au sein de l'orthodoxie, on appartient à une même culture, à une même religion, on partage une même religion. Ça, c'est important à comprendre. Donc, ce sont deux pays, la Russie et l'Ukraine, et à l'intérieur même de l'Ukraine, les ukrainophones et les russophones, deux peuples frères, et deux peuples qui sont devenus donc des frères ennemis. Et enfin, l'Ukraine est une jeune nation. L'indépendance de l'Ukraine, 1991. Donc, il y a à peine 30 ans, l'Ukraine a obtenu son indépendance. Donc, un jeune pays. C'est à considérer également ça dans le conflit. Je vous le disais, ce sont deux peuples, ukrainiens, russes, qui partagent une histoire commune, une culture commune, mais également une histoire commune. D'ailleurs, l'Ukraine, pendant de nombreuses années, a appartenu à l'Empire russe. L'Empire russe gouverné par les tsars de Russie. La Russie était une monarchie. Et on le voit sur la carte. 1667, l'Empire russe annexe Kiev, la capitale ukrainienne. Donc Kiev passe aux mains des Russes. 17e siècle. 18e siècle, 1783, la Crimée, la péninsule de Crimée passe aux mains de l'Empire tsariste. Et l'ouest de l'Ukraine, 1793, passe également aux mains de l'Empire tsariste. Donc, ce n'est pas d'hier que la Russie revendique un droit historique sur l'Ukraine. Quand Vladimir Poutine revendique l'Ukraine comme étant la petite Russie, ça remonte à l'Empire des Tsars. D'ailleurs, l'appellation Ukraine était interdite sous les Tsars. Catherine la Grande, la tsarine, avait interdit. C'était la petite Russie. D'ailleurs, Catherine la Grande disait, le seul moyen de protéger les frontières de mon empire, c'est de les étendre. Et on voit ici l'immensité de l'Empire russe, et l'Ukraine en fera partie à partir donc du 17e siècle, 1667. Cet empire russe va s'effondrer en 1917, au moment de la Première Guerre mondiale. La Russie est en pleine guerre avec l'Allemagne, l'Empire allemand, et l'Empire russe va s'effondrer. Octobre 1917, nous assistons à la révolution communiste en Russie. Vous connaissez le grand leader russe qui sera à la tête de cette révolution communiste? Lénine, Vladimir Lénine. Lénine et les bolcheviks, le nom des communistes russes, s'emparent du pouvoir, octobre 1917. Et à la faveur de cette révolution d'octobre 17, l'Ukraine en profite pour proclamer son indépendance. Donc, 1917, durant une courte période, l'Ukraine gagne son indépendance. Donc, les Ukrainiens connaissent ce qu'est l'indépendance à partir de 1917. Cependant, cette indépendance sera de courte période. 1922, l'Ukraine est annexée à l'Union soviétique. 1922, création par Lénine de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'URSS, un immense État fédéral. L'URSS, un État fédéral composé de 15 républiques soviétiques, dont l'Ukraine, à partir de 1922. D'ailleurs, dans la Constitution soviétique de 1924, il était prévu que les républiques constitutives de l'URSS bénéficiaient d'un droit de retrait, un droit à la sécession. L'URSS était un des rares États fédéraux à prévoir la sécession des États membres. Et ça aura son importance en 1991, lors de l'effondrement de l'URSS. Toujours est-il que le successeur de Lénine, Joseph Staline, va agrandir le territoire de l'Ukraine, mais à l'intérieur de l'URSS. Et c'est à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale que Joseph Staline agrandit les frontières de l'Ukraine.
On le voit donc au détriment notamment de la Pologne. 1939, la Galicie, à l'extrême ouest, est annexée à l'Ukraine. Une partie de la Tchécoslovaquie, une partie de la Roumanie, une partie de la Moldavie, annexée à l'Ukraine, toujours à l'intérieur de l'URSS. Et j'attire surtout votre attention sur la Crimée. Après la Deuxième Guerre mondiale, le successeur de Staline, Khrouchtchev, va céder la Crimée à l'Ukraine. La Crimée, qui appartenait à la Russie depuis l'Empire tsariste, bien, cette Crimée, en 1954, est cédée à l'Ukraine par Khrouchtchev, mais tout ça à l'intérieur de l'URSS. Donc, au quotidien, dans la pratique, ça ne change absolument rien pour les citoyens, les citoyens ukrainiens qui étaient également citoyens soviétiques. Mais ça aura son importance en 1991. Car à l'indépendance de l'Ukraine en 1991, l'Ukraine partira avec la Crimée, qui lui a été cédée par Khrouchtchev en 1954. Mais la Crimée, son identité, elle est russe. Ce sont les russophones qui peuplent cette Crimée. Et dernière chose à noter sur la période soviétique, l'annexion de l'Ukraine à l'URSS 1922 sera plutôt mal vécue, sera mal accueillie par la population ukrainienne. La population ukrainienne qui avait proclamé l'indépendance de leur pays en 1917. Conséquence, pour asseoir son autorité, Joseph Staline va affamer la population ukrainienne. À l'hiver 32-33, durant 6 mois, il y aura une grande famine en Ukraine que l'on appellera Holodomor, qui signifie en ukrainien l'extermination par la faim. Staline va collectiviser l'agriculture et il va confisquer les récoltes afin de nourrir les ouvriers à la ville, affamant ainsi la population en Ukraine. On estime à 4 millions de morts cette extermination par la faim. Les Ukrainiens considèrent que c'est un génocide, une tentative de génocide perpétrée par Joseph Staline à l'endroit du peuple ukrainien. Et ça, dans la mémoire collective du peuple ukrainien, encore aujourd'hui, en 2022, c'est encore très vif, hein, cette colère, cette hargne envers les dirigeants soviétiques de leur avoir fait subir un tel sort à l'hiver 32-33. Résultat, Deuxième Guerre mondiale. En 1941, l'Allemagne hitlérienne envahit l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Ce sera la plus grande guerre de l'humanité. Les Soviétiques encaisseront quelque chose comme 27 millions de morts. Je ne me suis pas trompé. 27 millions de morts. C'est le pays qui souffrira le plus de cette Deuxième Guerre mondiale, de cette invasion hitlérienne de l'Union soviétique. Les Ukrainiens vont combattre l'Allemagne hitlérienne. 4 millions de soldats. Or, rappelons-nous Holodomor, cette tentative d'extermination par la faim. Des ultranationalistes ukrainiens, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont cette haine envers Joseph Staline. Résultat, des ultranationalistes ukrainiens voudront collaborer avec les armées hitlériennes. Collaboration avec l'ennemi nazi. Et c'est un certain Stéphane Bandera que l'on aperçoit ici sur la banderole. Stéphane Bandera sera le leader de cette collaboration ukrainienne. Un ultranationaliste, Bandera, qui va se ranger du côté de l'ennemi, Hitler, contre Staline. Mais attention, on estime à environ 200 000 soldats ukrainiens qui ont collaboré avec l'ennemi nazi sur une armée de 4 millions du côté ukrainien. Donc, ça représente environ 5 des soldats qui ont collaboré. Mais encore aujourd'hui, on le voit ici, cette photo date de 2015. À Kiev, des rassemblements où l'on brandit, on exhibe la figure de Stéphane Bandera, ce grand collaborateur de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous comprendrez que pour les Russes,
Brandir la figure de Bandera, qui a collaboré avec l'ennemi, c'est un affront, c'est un outrage. Et ces groupes d'ultranationalistes, pour les Russes, on les considère comme étant des néo-nazis. C'est à ça notamment que fait référence Vladimir Poutine lorsqu'il souhaite dénazifier l'Ukraine. Il souhaite débarrasser l'Ukraine de ces éléments ultranationalistes qui se rappellent avec fierté cette époque collaborationniste. Encore là, nuançons absolument. Le principal parti néo-nazi d'extrême droite en Ukraine, le parti Svoboda, à la dernière élection présidentielle de 2019 en Ukraine, 1,9 % des votes. Donc, ça reste très marginal, les éléments d'extrême droite néo-nazis en Ukraine. Mais ils ne sont pas absents. Donc, il faut vraiment faire gaffe à la propagande russe par rapport à cette histoire de néo-nazis. L'Union soviétique sortira victorieuse de cette Deuxième Guerre mondiale. Et immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale s'installe une guerre froide. La guerre froide est un conflit idéologique et militaire entre les deux grandes puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. L'URSS d'un côté et ses alliés versus les États-Unis de l'autre et leurs alliés. Donc, deux camps vont s'affronter durant cette guerre froide. Et c'est un conflit idéologique. D'un côté, côté soviétique, le bloc soviétique, dictature communiste, alors que du côté américain, le bloc américain, démocratie capitaliste. Et cette guerre froide, ce conflit idéologique va se militariser à partir de 1949. Deux systèmes d'alliance seront créés en Europe. D'abord, à l'Ouest. Les pays d'Europe de l'Ouest, ce sont les pays qui ont été libérés par les États-Unis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe de l'Ouest est en ruine. L'Europe de l'Ouest n'a plus les moyens d'assurer sa propre sécurité. Et l'Europe de l'Ouest va se tourner vers les États-Unis pour obtenir protection. Et en 1949, les États-Unis créent l'OTAN, une alliance militaire. 12 pays membres à l'origine, l'OTAN, dont le Canada. Le Canada, les États-Unis, bien sûr, pays fondateurs de l'OTAN, et 10 pays d'Europe de l'Ouest se joignent à cette alliance. À l'Est, l'URSS répond en 1955 par la création du Pacte de Varsovie. Le Pacte de Varsovie composé de 8 États, 8 pays communistes, des dictatures communistes, donc alliées à l'URSS. Et ces deux systèmes d'alliance entreront en conflit. La guerre froide, nous serons en présence d'un monde bipolaire. Deux grandes puissances et leurs alliés respectifs qui s'affrontent. Le monde est divisé en deux camps hostiles. Oh, pardon. Quelques mots donc sur l'OTAN. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Créée en 1949, le nouvel ennemi en 1949, l'URSS de Joseph Staline, pour les Américains. Et l'article le plus important du traité de Washington qui a donné naissance à l'OTAN, c'est l'article 5, dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité. L'article 5, l'OTAN est un pacte de sécurité collective. Tous pour un pour tous pour un. C'est le bras armé de l'Occident. C'est un traité d'assistance mutuelle en cas d'agression. Que dit l'article 5? Les parties, donc les membres de l'OTAN, conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Donc, si l'URSS avait envahi durant la guerre froide un pays membre de l'OTAN, tous les membres de l'OTAN
s'engageait à se porter à la défense de ce pays agressé. Donc, dans les faits, ce sont les États-Unis qui se portaient garants de la protection de l'Europe de l'Ouest. Les États-Unis auraient été dans l'obligation de déclarer la guerre à l'URSS advenant une agression perpétrée contre un membre de l'OTAN ou contre le Canada. Par chance, il n'y aura jamais d'affrontement direct durant cette guerre froide, d'où son appellation guerre froide. Il n'y aura jamais d'affrontement, de confrontation directe entre les États-Unis et l'URSS. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi l'URSS et pourquoi les États-Unis n'ont jamais osé attaquer un membre de l'alliance adverse? L'arme nucléaire. C'est grâce à la dissuasion nucléaire qu'il n'y aura pas de confrontation directe. Les deux superpuissances, États-Unis, Union soviétique, URSS, auront la capacité d'anéantir l'autre. Les deux vont accumuler durant la guerre froide des stocks d'armement suffisants pour détruire entièrement l'adversaire. Résultat, il serait suicidaire d'initier une première frappe contre l'adversaire, sachant que l'adversaire a tout à fait les capacités de riposter. Et c'est ce qui va garantir la stabilité durant la guerre froide. C'est quand même un grand paradoxe. L'arme la plus puissante jamais inventée par l'être humain sera un facteur de paix durant la guerre froide, du moins un facteur de stabilité. La menace de représailles massives contre l'adversaire va dissuader l'adversaire de nous frapper en premier. Donc, les deux superpuissants, les deux superpuissances, donc les deux grands, seront vulnérables mutuellement. Et ça annule tout avantage d'initier une première frappe. Et cette dissuasion, elle date de la guerre froide, mais elle est toujours présente aujourd'hui. C'est la stratégie privilégiée par les Russes et par les Américains pour empêcher l'adversaire d'initier une première frappe nucléaire. Il faut garder ça en tête également pour la suite des choses. 1991, on se rapproche. Effondrement de l'URSS. Fin de la guerre froide. Le communisme sera un échec dans les pays où il a été tenté, expérimenté. La dictature totalitaire dans les pays communistes sera également un échec. Et une des causes de l'effondrement de l'URSS, ce sera la montée des mouvements nationalistes au sein même de l'Union soviétique. Et en Ukraine, les nationalistes ukrainiens vont organiser en décembre 91 un référendum sur l'indépendance de l'Ukraine. Et on a ici les résultats de ce référendum en Ukraine, décembre 91. 92% des Ukrainiens votent oui à l'indépendance. 92%, ça fait l'envie de tous les indépendantistes québécois. Et on voit ici la répartition de l'appui à l'indépendance. Regardez dans l'ouest du pays, l'ouest qui a été conquis par la force par Staline en 1939. Donc l'ouest est très nationaliste en Ukraine. Des taux d'approbation de 98%, 97% en faveur du oui en 1991. Mais même dans les régions russophones, regardez le Donbass, c'est 83% quand même, région majoritairement russophone, qui appuie l'indépendance en 1991. Et j'attire même votre attention sur la Crimée. 54% des Criméens et 57% même à l'extrémité de la péninsule sont en faveur de l'indépendance de l'Ukraine. Or, pour Vladimir Poutine, l'Ukraine est une nation artificielle. C'est une nation créée par les bolcheviks, par les communistes. Il fait référence, lui, à Joseph Staline. Pour Vladimir Poutine, c'est Joseph Staline qui a rabouté l'Ukraine par ses annexions. On l'a vu tantôt à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale.
Or, c'est faux. Cette nation-là, en 1991, a été unie derrière cette idée d'indépendance, contrairement à ce que prétend Vladimir Poutine. Et le 25 décembre 1991, l'URSS cesse d'exister. Et on voit apparaître sur la carte 15 nouveaux pays indépendants qui correspondaient donc aux 15 anciennes républiques soviétiques, dont l'Ukraine qui obtient son indépendance. « 1994, l'Ukraine signe le mémorandum de Budapest, qui est une entente diplomatique entre principalement l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. À l'époque de la guerre froide, à l'époque de l'Union soviétique, les Soviétiques avaient stationné en Ukraine des armes nucléaires. L'Ukraine faisait partie de l'URSS, donc l'Ukraine avait accueilli sur son territoire des armes nucléaires. Or, après la guerre froide, l'Ukraine a accepté, a consenti de se débarrasser de ses armes nucléaires. L'Ukraine a accepté de rapatrier ses armes en Russie. Donc, il y a eu un transfert d'armes anciennement soviétiques de l'Ukraine à la Russie. Et en retour, la Russie s'engageait à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à respecter la souveraineté de l'Ukraine et à respecter ses frontières existantes, y compris la Crimée. Or, est-ce que cette entente a été respectée le 24 février dernier? Absolument pas. Donc, c'est un bris ici de cette entente diplomatique. Si l'Ukraine avait conservé ses armes nucléaires, si l'Ukraine avait été une puissance nucléaire aujourd'hui, est-ce que la Russie aurait osé l'envahir? Probablement pas. Donc, avec le recul, on peut y voir une erreur de la part de l'Ukraine d'avoir renoncé, de s'être dénucléarisé en 1994. Autre saut dans le temps, on se rapproche. 2004, cet homme au centre est élu lors d'une élection présidentielle au terme de 3 semaines de manifestations. Pourquoi y a-t-il eu manifestation durant 3 semaines à Kiev en 2004, ce que l'on appellera la révolution orange? C'est qu'initialement, c'est l'adversaire de cet homme qui sera proclamé vainqueur. Or, cette élection en 2004 a été truquée. Il y a eu fraude électorale de la part de l'adversaire. Cet homme, Viktor Youvchenko. Et Youvchenko, la Cour suprême va finalement, en Ukraine, autoriser une nouvelle élection. Et il sera finalement déclaré vainqueur. Donc, il y aura pratiquement comme un 3e tour. La Cour suprême va annuler le 2e tour, une nouvelle élection. Il va sortir vainqueur. Or, si on remarque bien le visage de cet homme, visage tuméfié, pourquoi? Parce que cet homme, vous l'avez dit, il a été empoisonné. Par qui, croyez-vous, a-t-il été empoisonné, Viktor Youvchenko? Très probablement les services secrets russes. On n'en a pas la preuve hors de tout doute, mais tous les soupçons donc pèsent sur Vladimir Poutine et ses services secrets. Pourquoi les Russes ont-ils tenté d'assassiner par empoisonnement Viktor Youvchenko en 2004? C'est que Youvchenko souhaitait que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Youvchenko est un nationaliste ukrainien, un ukrainophone, et il tentait en 2004 de se rapprocher de l'Europe. Je vous le disais, l'Ukraine est partagée, double appartenance, d'un côté envers la Russie, de l'autre envers l'Europe. Et cet homme fait le choix de positionner l'Ukraine dans le camp européen. Et ça, pour Vladimir Poutine, ça ne passe pas. D'où cette tentative d'éliminer Viktor Youvchenko. Ça va échouer. Youvchenko sera finalement proclamé vainqueur. Résultat, l'Ukraine, en 2008, pose sa candidature à l'OTAN. Oui. Quelle meilleure police d'assurance que d'être membre de l'OTAN afin de se prémunir
contre la Russie. Remarquez, l'OTAN est une création américaine qui date du début de la guerre froide. Or, la guerre froide s'est terminée en 1991. 1991, le pacte de Varsovie a été dissous. Le pacte de Varsovie, l'alliance créée par l'Union soviétique, a été dissoute avec la fin de la guerre froide, contrairement à l'OTAN. L'OTAN a survécu à la fin de la guerre froide. Malgré la disparition de son ennemi historique, l'Union soviétique, l'OTAN va survivre à la fin de la guerre froide. Et plus que ça, non seulement l'OTAN va demeurer intacte après 1991, mais l'OTAN va agrandir ses frontières. L'OTAN va accueillir de nouveaux membres après 1991. Et aujourd'hui, l'OTAN compte 30 pays membres. Il y en avait 12 à l'origine, on est rendu à 30 pays. Et pas n'importe lesquels. Regardez comment l'OTAN va élargir ses frontières en intégrant les anciens pays membres du pacte de Varsovie. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie en Europe de l'Est, la Hongrie, la Roumanie notamment. Et en 2004, le comble, l'OTAN intègre les 3 pays baltes que sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. 3 pays qui ont une frontière sur la mer Baltique, pays baltes. 3 pays, mais qui sont d'anciennes républiques soviétiques, les 3 pays baltes. Et voilà qu'en 2004, l'OTAN ose intégrer ces 3 pays au grand déplaisir de Vladimir Poutine. Et en 2008, c'est au tour de l'Ukraine à poser sa candidature. L'Ukraine posera sa candidature ainsi que la Géorgie, que l'on aperçoit ici sur la carte. La Géorgie, également une ancienne république soviétique. C'est la goutte de trop pour Vladimir Poutine. En 2004, l'Ukraine a voulu se rapprocher de l'Union européenne, de l'Europe. Voilà qu'en 2008, l'Ukraine et la Géorgie posent leur candidature à l'OTAN. Conséquence, 2008 toujours, la Russie va profiter d'un conflit en Géorgie pour intervenir militairement dans ce pays, un pays récent, la Géorgie, 1991. La Géorgie avait obtenu son indépendance au même moment que l'Ukraine, l'effondrement de l'URSS. Et en intervenant militairement en 2008, la Russie va favoriser l'indépendance de l'Ossétie du Sud. Donc, un bout de territoire géorgien, l'Ossétie du Sud, proclame son indépendance. Et voilà donc que l'armée russe, sous ordre de Vladimir Poutine, vient faciliter et vient reconnaître l'indépendance de cette Ossétie du Sud. L'objectif de Vladimir Poutine, démembrer la Géorgie, lui amputer des territoires, dont l'Ossétie du Sud, on aperçoit même l'Abkhazie également. En démembrant la Géorgie, on empêche ainsi la Géorgie d'adhérer à l'OTAN. Et depuis 2008, il y a des troupes russes stationnées en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Jamais l'OTAN ne voudra accepter l'adhésion de la Géorgie, sachant que ce pays est en partie occupé par des troupes russes. C'est l'objectif de Vladimir Poutine. Et c'est exactement ce scénario qui se répète aujourd'hui en Ukraine. Avec le recul, la guerre russo-géorgienne est le prélude à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'était en quelque sorte, la répétition générale pour ce qui se produit aujourd'hui en Ukraine. Vladimir Poutine poursuit les mêmes objectifs en Ukraine qu'il a poursuivis en Géorgie, empêcher l'adhésion de ces 2 anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes à l'OTAN. Vous suivez? Voilà. « 2010. Rappelons-nous, 2004, élection truquée. Cet homme,
Viktor Yanukovych, qui avait triché lors de l'élection de 2004, coup de théâtre en 2010, élection présidentielle en Ukraine, il remporte la victoire. Cette fois-ci dans une élection considérée libre. Yanukovych, un russophone d'Ukraine, proche de Vladimir Poutine. Comment se fait-il que cet homme ait pu remporter l'élection en 2010? C'est que Yanukovych fera une promesse au peuple ukrainien, la promesse de signer un partenariat économique avec l'Union européenne. Sensiblement la même promesse qui avait été faite en 2004. Cette promesse de partenariat économique, c'est l'étape préalable à une adhésion pleine et entière à l'Union européenne. Il est donc élu, Viktor Yanukovych. Or, coup de théâtre, en novembre 2013, donc 3 mois après son élection, Yanukovych va rompre sa promesse. Il va briser sa promesse d'un partenariat économique avec l'Union européenne pour plutôt privilégier un partenariat économique avec qui, selon vous? La Russie. Effectivement, novembre 2013, Yanukovych s'engage à signer un accord d'association économique avec la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine lui a fait miroiter des tarifs préférentiels sur le gaz naturel russe. Et ce sera suffisant pour convaincre Yanukovych, donc, de se rapprocher de la Russie. Promesse brisée. Il faut dire également que Yanukovych était un président corrompu. Il s'était fait bâtir un immense palais présidentiel. Il a dilapidé véritablement les fonds publics en Ukraine. Un président de plus en plus autoritaire également. Et voilà que la goutte qui fait déborder le vase, c'est cette promesse brisée, novembre 2013. Conséquence, 500 000 manifestants à Kiev, la capitale ukrainienne, se rassemblent sur la place de l'Indépendance, au centre-ville de Kiev, la place de l'Indépendance qu'on appelle Maïdan. 500 000 manifestants, c'est du monde, ça. Ce sont des nationalistes ukrainiens qui, eux, réclament le rapprochement à l'Europe et non pas à la Russie. Et ils réclament le départ de ce président Yanukovych qui a brisé sa promesse, un président corrompu et un président de plus en plus autoritaire. Yanukovych va ordonner d'ouvrir le feu contre les manifestants. 94 jours de manifestations à Kiev, Euromaïdan, 120 morts durant ces 94 jours. J'avais une vidéo que je souhaitais vous montrer sur l'Euromaïdan. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est le documentaire Winter on Fire qui est disponible sur Netflix, qui raconte ces 94 jours de manifestations et la répression sanglante du régime de Yanukovych contre les manifestants. Comment l'Euromaïdan va-t-il se dénouer? Yanukovych, président en poste, donc, va commettre une erreur. Afin de calmer la grogne, il va suggérer de procéder à l'arrestation des policiers qui ont ouvert le feu sur les manifestants. Mais les policiers ont ouvert le feu sur ordre de qui? De Yanukovych. Donc, quelle sera la réaction des policiers? Ils vont tout simplement fuir Kiev. Les policiers désertent la capitale. Yanukovych se retrouve donc seul dans son somptueux palais présidentiel. Il est privé de toute protection policière. Yanukovych, isolé, n'a d'autre choix que de fuir. Et vers quel pays va-t-il fuir, Yanukovych? La Russie. Et c'est Vladimir Poutine qui va l'accueillir les bras ouverts. Le Parlement ukrainien en profitera pour le destituer officiellement, pour le révoquer de ses fonctions, ce président. Et ce sera la fin de l'Euromaïdan, victoire des nationalistes ukrainiens contre ce président russophone qui a trahi ses engagements. Nous sommes au début 2014, fin hiver, début printemps 2014. Comment réagit Vladimir Poutine à cette Euromaïdan?
à la destitution de Yanukovych. Pour Vladimir Poutine, c'est un véritable coup d'État. Que les Ukrainiens, que le Parlement ukrainien ait destitué un président démocratiquement élu, c'est un coup d'État. Et Vladimir Poutine va blâmer les pays occidentaux, dont les États-Unis, pour cette destitution. Parce qu'effectivement, les États-Unis, à l'époque, Barack Obama, avaient appuyé l'Euromaïdan. Et la plupart des pays européens avaient soutenu les manifestants à Maïdan durant ces 94 jours. Donc, pour Vladimir Poutine, c'est un coup d'État et Vladimir Poutine va riposter. Il va riposter de quelle manière? En s'emparant, madame, de la Crimée. Vous avez tout à fait raison. Mars 2014, l'armée russe envahit la Crimée. 12 000 soldats russes. Remarquez, les soldats russes en question ne portaient pas d'insigne. C'étaient des soldats fantômes. Mais on sait tous, c'est un secret pour personne, que c'était des soldats russes. Non seulement c'était des soldats russes, c'était des soldats d'élite. Okay? Donc, 12 000 soldats, soldats fantômes, s'emparent de la Crimée. L'armée ukrainienne est impuissante à empêcher donc, cette invasion russe. Pourquoi Vladimir Poutine s'empare-t-il de la Crimée? Regardez la ville de Sébastopol, au sud de la Crimée. Sébastopol abrite une base navale russe stratégique. Cette base navale date de la tsarine Catherine la Grande au 18e siècle. Il faut savoir, il faut comprendre l'importance de cette base navale pour la Russie. La Russie est prisonnière de son territoire. C'est-à-dire que la Russie n'a pas accès aux mers chaudes. La Russie n'a accès qu'à la mer Baltique au nord. Or, la Baltique est gelée une bonne partie de l'année. Et ça, ce n'est pas tout à fait intéressant pour une marine de guerre de stationner des navires dans une mer qui est gelée une partie de l'année. Conséquence, pour la Russie dans son histoire, ça a toujours été une obsession. Accéder aux mers chaudes, la mer Noire. Et la mer Noire, par les détroits turcs, donne accès à la Méditerranée. C'est son seul débouché. Et pour Vladimir Poutine, il était hors de question de perdre le contrôle de cette base navale en Crimée. Il y avait un bail de location. Yanukovych avait même renouvelé le bail de location à la Russie pour cette base navale. C'est 15% des navires russes qui sont postés à Sébastopol en Crimée. Donc, pour des raisons stratégiques, l'accès aux mers chaudes, 2014, la Russie s'empare de la Crimée. La Crimée également, sur le plan historique, a appartenu à la Russie jusqu'en 1954. Donc, c'est tout récent que la Crimée soit ukrainienne. Donc, pour Vladimir Poutine, c'est un juste retour des choses. Et pour légitimer cette annexion à la Russie, parce qu'effectivement, la Crimée sera annexée à la Russie, Poutine organise un référendum en Crimée, mars 2014, et 97% des Criméens vont dire oui à l'annexion à la Russie. Donc, c'est un retour à la mère patrie. Cependant, ce référendum, un référendum controversé, un référendum organisé à la pointe du fusil, un référendum boycotté par les non-russophones de Crimée et un référendum qui sera déclaré illégal par les Nations unies. Oui. Oui, mais il n'y avait pas de port en eau profonde. C'est le port en eau profonde qui est vraiment stratégique. Je vous le disais, c'est 15% de la marine russe qui est postée. Une autre partie est postée au nord à Mourmansk et une autre partie est postée complètement dans l'est, oui, à Vladivostok. Okay? C'est un pays qui est très difficile à protéger, la Russie. C'est un pays qui s'échelonne. Il y a 11 fuseaux horaires en Russie. Okay? Un pays qui est pratiquement qui est très difficile à défendre. Donc, cette base navale-là, pour Vladimir Poutine, c'est pas touche. Comment vont réagir les nationalistes ukrainiens?
suite à l'annexion de la Crimée. Très mal. Okay? Le Parlement ukrainien va voter une loi, toujours en 2014, qui abolit le bilinguisme dans les régions russophones d'Ukraine, le Donbass. Cette loi limite l'usage du russe au Donbass. Au Donbass, les russophones sont majoritaires, à plus de 75 %. Cette loi sera abrogée par la suite. Mais dans l'immédiat, l'abolition du bilinguisme aura comme conséquence, on est toujours en 2014, les nationalistes russophones, russes, proclament l'indépendance de deux républiques du Donbass, la République de Louhansk et la République de Donetsk. Donc, deux républiques situées au Donbass. Le Donbass, qui est quand même le bassin industriel de l'Ukraine. 15 % du PIB provient du Donbass en Ukraine. Et voilà que deux républiques font sécession. Sécession, c'est le terme légal pour séparation, sans toutefois être annexées par la Russie. La Russie se satisfait de cette sécession. L'objectif est le même qu'en Géorgie en 2008, démembrer l'Ukraine, morceau par morceau. Et que fera la Russie suite à cette proclamation d'indépendance de ces deux républiques? La Russie va déployer des soldats russes. L'armée russe viendra soutenir militairement les séparatistes pro-russes du Donbass. Tout comme en Ukraine, il y aura deux référendums d'organiser dans les deux républiques en question, et c'est à plus de 89 % et 96 % que les citoyens de ces deux républiques vont voter oui à l'indépendance. Dans l'immédiat, cependant, Vladimir Poutine ne reconnaît pas cette indépendance, mais il va la soutenir militairement en déployant son armée. Vous me suivez? En 2014, donc, l'Ukraine bascule dans la guerre civile. L'armée ukrainienne va entrer en guerre contre les séparatistes pro-russes pour tenter de récupérer ces deux républiques nouvellement indépendantes. En 2015, il y aura les accords de Minsk entre la Russie, l'Ukraine, on a même la Biélorussie, l'Allemagne et la France. Un peu chapeauté. Ces accords de Minsk, une lueur d'espoir. On propose d'abord un cessez-le-feu. On propose un retrait des armes lourdes du Donbass. On propose de tenir des élections ukrainiennes au Donbass, donc dans les deux républiques sécessionnistes. Et on propose que ces deux républiques sécessionnistes redeviennent ukrainiennes, mais avec une large autonomie politique. C'est un peu le discours de François Legault. Hein? François Legault est un autonomiste. Un Québec fort dans un Canada uni, c'est ça. Un Donbass fort dans une Ukraine unie. C'est un peu ce qui est proposé ici. Or, depuis, ces accords n'ont pas été respectés. Et Vladimir Poutine, président russe, blâme l'Ukraine pour le non-respect de ces accords de Minsk. Conséquence, hiver 2022. Vladimir Poutine va masser 190 000 soldats à la frontière de l'Ukraine. Même des soldats seront postés en Biélorussie, grand allié de la Russie. La très grande majorité des observateurs, je m'inclus là-dedans, ne croyaient pas que Vladimir Poutine mettrait sa menace à exécution, c'est-à-dire d'envahir l'Ukraine. Pour l'immense majorité des observateurs, on croyait plutôt à un bluff, c'est-à-dire de se servir de cette menace d'invasion comme un instrument de négociation, ce qu'on appelle de la diplomatie coercitive. Donc, il s'agissait, ce que l'on croyait, de durcir le ton, d'augmenter, de consolider plutôt le rapport de force
de la Russie à la table des négos, afin de renégocier les accords de Minsk à l'avantage de la Russie et des russophones. C'est ce qu'on croyait à peu près tous. Or, on le sait, le 24 février dernier, Vladimir Poutine mettra sa menace à exécution. Coup de théâtre, les 190 000 soldats russes envahissent l'Ukraine. Sur le plan du droit international, c'est un acte d'agression flagrant, sans ambiguïté. C'est une violation du droit international, c'est une violation de la Charte de l'ONU. C'est une violation de l'article 2 de la Charte de l'ONU, le non-respect de l'intégrité territoriale. C'est une ingérence dans les affaires intérieures ukrainiennes. On ne respecte pas la souveraineté ukrainienne. Vladimir Poutine va plutôt, lui, prétendre que c'est une intervention de légitime défense, que les deux républiques sécessionnistes du Donbass sont en situation de légitime défense face à l'Ukraine et que la Russie vient simplement leur prêter main forte. Et l'argument qui a été plaidé par Vladimir Poutine, c'est qu'il y a un génocide perpétré par l'armée ukrainienne contre les russophones du Donbass. Cet argument est tout à fait facile à démontrer. Il n'y a pas de génocide. Un génocide, c'est, comment dire, il y a une convention qui date de 1948 sur la répression du crime de génocide. Il n'y a absolument rien, ce qui se déroule au Donbass, qui correspond à ce qu'est un génocide, monsieur. Oui, donc il y a eu 14 000 victimes depuis 2014 au Donbass. Les 14 000 victimes ne sont pas essentiellement du côté russophone, il y en a aussi du côté ukrainien. Oui, le bataillon d'Azov, vous faites référence au bataillon d'Azov, oui, oui, oui. Effectivement, il y a eu des crimes de guerre. Non, absolument pas. Il y a eu des crimes de guerre qui ont été perpétrés par l'armée ukrainienne depuis 2014 au Donbass, ne le nions pas. Cependant, pour qualifier, comme le fait Vladimir Poutine, ce qui s'est passé au Donbass de génocide, un génocide, c'est la tentative d'exterminer physiquement tout un groupe culturel. Donc, c'est la destruction physique d'un groupe. C'est une destruction programmée, intentionnelle et systématique. Ce qui se passe au Donbass ne correspond pas à la définition telle que mentionnée dans la Convention de 1948. Mais effectivement, les Ukrainiens ne sont pas blancs. Voilà, voilà. Que veut Vladimir Poutine? Que veut cet homme en envahissant l'Ukraine? Vladimir Poutine, 69 ans, au pouvoir en Russie depuis 2000, 22 ans qu'il est au pouvoir. Récemment, il a fait modifier la constitution russe pour lui permettre de faire 2 autres mandats, donc ça pourrait le mener jusqu'à 2036. Il aurait 83 ans. Il battrait Joe Biden. Que veut cet homme? Plusieurs objectifs. Certains disent de lui qu'il est le nouveau tsar de Russie. Il souhaite redonner la grandeur à la Russie. Make Russia great again, dirait Donald Trump. Que la Russie soit enfin respectée. Plus concrètement, plusieurs objectifs. D'ailleurs, le grand idole de Vladimir Poutine, c'est Pierre le Grand, hein, un ancien tsar qui, au 18e siècle, a agrandi les frontières de l'Empire russe. Vladimir Poutine a déjà dit l'effondrement de l'URSS en 1991 est la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. C'est un homme qui est nostalgique de l'époque soviétique. C'est un ultranationaliste russe. Et c'est un homme qui souhaite que la Russie soit crainte par ses adversaires.
Vladimir Poutine nous a habitués à être un homme très calculateur, un homme prudent, un homme qui joue ses coups de façon pragmatique. On l'a vu en Géorgie en 2008. On l'a vu même en Syrie à partir de 2015. Donc, des interventions ciblées, des interventions militaires limitées. Or là, voilà qu'il nous surprend avec cette invasion outrancière de l'Ukraine. Que cherche-t-il véritablement? Ce sont des hypothèses, pour certaines. D'abord, la démocratie ukrainienne est une menace à l'autoritarisme russe. L'objectif initial, on en est à peu près certain, décapiter le régime ukrainien. Poutine a utilisé l'expression dénazifier l'Ukraine. On a relativisé cet argument tout à l'heure. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine intervient dans des pays étrangers pour empêcher la démocratisation de ces pays. Pensons en 2020, l'armée russe intervient en Biélorussie pour empêcher la démocratisation. Il y aura 30 000 arrestations parmi les manifestants biélorusses qui exigeaient davantage de démocratie. En janvier dernier, 2022, ça passe un peu sous le radar médiatique, l'armée russe intervient au Kazakhstan. 10 000 arrestations, encore une fois, qui demandaient, ces manifestants, plus de démocratie. L'Ukraine n'est pas blanc comme neige, on l'a dit. L'Ukraine est loin d'être une démocratie parfaite. L'Ukraine est un pays en transition démocratique. C'est une démocratie en trompe-l'œil. C'est un pays en transition démocratique. C'est un pays excessivement corrompu, okay? Malgré l'élection de Zelensky. La corruption n'a pas été enrayée. Zelensky a même été mêlé au scandale des Pandora Papers, là, où il y avait donc des paradis fiscaux. Il y aurait eu de l'argent placé dans les paradis fiscaux. Donc, il faut quand même dire ces choses. Mais au final, cette volonté des Ukrainiens, l'existence d'une Ukraine indépendante, démocratique, qui échappe au contrôle de la Russie, ça ne passe pas pour Vladimir Poutine. Donc, premier objectif, empêcher cette démocratisation, décapiter le régime et placer au pouvoir à Kiev un homme loyal à la Russie, un régime fidèle, un régime aligné sur les intérêts russes. Premier point. Deuxième point, empêcher l'expansion de l'OTAN, empêcher l'adhésion de l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et ça, quelque part, à mon avis, Vladimir Poutine a des revendications qui sont légitimes à cet égard. Depuis 1991, depuis la fin de la guerre froide, on l'a dit, le pacte de Varsovie a été dissous. L'OTAN a survécu à l'inverse. Et l'OTAN a agrandi ses frontières en intégrant, on le voit en bleu, d'anciens pays communistes alliés à l'URSS et en 2004, les 3 pays baltes d'anciennes républiques soviétiques. Inversons les rôles. Jamais les Américains accepteraient une telle chose. Jamais les États-Unis accepteraient que le Canada et le Mexique joignent une alliance hostile aux États-Unis. Jamais. Jamais les Américains accepteraient que les Russes mènent des exercices militaires dans le golfe du Mexique au large de la Floride. C'est pourtant ce que fait l'OTAN en mer Noire. Il y a à répétition des exercices militaires de l'OTAN aux portes de la Russie. C'est inacceptable pour une grande puissance. Et dans l'histoire de la Russie, c'est une obsession de protéger son flanc ouest. C'est 2000 kilomètres de frontières à protéger. Et la géographie russe n'est pas propice à une défense efficace. Ce sont des plaines. Il n'y a pas de frontières physiques. Il n'y a pas de barrières physiques. Et dans l'histoire, la Russie a été envahie à de nombreuses reprises par des armées qui sont passées par l'Europe de l'Est. Pensons à l'Allemagne en 1914. Invasion de la Russie en passant par l'Europe de l'Est.
Passons à l'Allemagne hitlérienne, 1941, Barbarossa, toujours en passant par l'Europe de l'Est. Je remonte même à 1812, Napoléon, empereur français. La France envahit la Russie en passant toujours par l'Europe de l'Est. Je remonte même au 13e siècle, les invasions mongoles, qui sont passées en partie, ces guerriers mongols, par l'Europe de l'Est. Donc, c'est fondamental pour la Russie d'avoir à sa frontière une zone tampon, une sphère d'influence, une espèce de cordon de sécurité qui lui assure une profondeur stratégique face à un potentiel ennemi. Et ça, l'OTAN n'a pas respecté cette préoccupation russe en agrandissant les frontières de l'OTAN. Oui. Monsieur fait allusion au secrétaire d'État américain James Baker à l'époque, sous George Bush père. C'est ça. Il y aurait eu cette promesse à l'époque de la fin de la guerre froide de mettre. La guerre froide n'était pas tout à fait terminée. L'URSS était encore debout, là. C'est ça. Cette idée, cette promesse donc faite par les Américains à Gorbatchev, dirigeant soviétique de l'époque, de ne pas agrandir au-delà de l'Allemagne. L'idée était donc d'intégrer l'Allemagne réunifiée au sein de l'OTAN et de s'en tenir là. Gorbatchev a apporté quand même des nuances a posteriori. Cette promesse n'aurait pas été si explicite, mais du moins dans l'esprit des Russes, oui, il y avait eu cette promesse de ne pas agrandir l'OTAN et certainement pas aux portes de la Russie, comme c'est le cas, comme on le voit ici sur la carte. La Russie actuellement, donc depuis 2014-2015, suite à l'annexion de la Crimée, suite à la proclamation de l'indépendance des deux républiques du Donbass, l'OTAN va déployer des troupes à la frontière de la Russie. Le Canada va y participer même à ce déploiement. Aujourd'hui, en 2022, 695 soldats canadiens qui sont postés en Lettonie à la frontière de la Russie. 4200 soldats américains en Pologne. Jamais, encore une fois, les Américains accepteraient une telle chose, que des soldats russes soient déployés à la frontière de Plattsburgh, okay? Ou au Mexique, au sud. Jamais. Donc, la Russie se sent un peu assiégée par l'OTAN, encerclée. C'est comme le couteau sur la gorge, là. Vous voyez? Et ça aussi, encore là, l'OTAN n'a pas respecté ces préoccupations qui peuvent être considérées comme légitimes. C'est une ligne rouge qui a été franchie par l'OTAN aux yeux de Vladimir Poutine. L'expansion de l'OTAN, cet encerclement de la Russie. Autre ligne rouge qui a été franchie en 2016. L'OTAN a déployé en 2016 un bouclier antimissile en Europe de l'Est, un système de défense antimissile. 24 missiles intercepteurs américains ont été déployés en Pologne et 24 autres ont été déployés en Roumanie. C'est 48 missiles intercepteurs. Ces missiles intercepteurs, nous disent les Américains, sont destinés à l'Iran. Donc, officiellement, ce sont les missiles iraniens que l'on souhaite intercepter, advenant un conflit armé. Or, comment ont réagi les Russes? Très mal. À terme, si on augmentait le nombre de missiles intercepteurs américains en Europe de l'Est, les Américains et l'OTAN seraient en mesure de détruire des missiles russes. Donc, on viendrait ici affaiblir la capacité de représailles russe en cas de conflit armé. Ça viendrait affaiblir complètement la dissuasion russe en cas de confrontation. Encore là, aucun autre pays, aucune autre grande puissance, devrais-je dire, n'accepterait une telle chose. D'ailleurs, il y avait un traité qui datait de la guerre froide, qui interdisait l'installation de boucliers antimissiles. C'est George W. Bush, fils, qui a abrogé ce traité en 2002 pour permettre que l'on déploie un tel système de défense. Autre ligne rouge, donc, aux yeux
de Vladimir Poutine. Et enfin, autre ligne rouge, en 2019, Donald Trump, président américain, a abrogé un traité datant de 1987. On le voit ici sur la carte. Gorbatchev, soviétique, Reagan, américain. Ces deux hommes, en pleine guerre froide, 87, ont signé un traité interdisant les missiles nucléaires à portée intermédiaire. Des missiles, donc, postés en Europe, capables de frapper Moscou en 5 minutes, laissant là, aucun délai à Moscou pour riposter. Ce type d'armes à portée intermédiaire ont été interdits en 1987. Alors voilà qu'en 2019, Donald Trump a abrogé ce traité. Et ce que craint Vladimir Poutine, encore là, avec raison, c'est que les Américains, à terme, dans un avenir plus ou moins rapproché, installent, stationnent des missiles nucléaires à portée intermédiaire aux portes de la Russie. Encore là, inversons les rôles, aucune autre grande puissance accepterait un tel sort. Donc, toutes ces lignes rouges qui ont été franchies par les États-Unis, par l'OTAN, ne justifient pas l'invasion de l'Ukraine du 24 février dernier. On l'a dit, cette invasion est une violation du droit international. Mais ça permet davantage de la comprendre, cette invasion. L'invasion de l'Ukraine de février dernier, on peut dire qu'il y a un seul coupable, mais plusieurs responsables. Je vais le dire comme ça. Mettons-nous encore une fois dans les souliers de Vladimir Poutine. 2003, vous reconnaissez cet homme ici? Saddam Hussein, dirigeant irakien, qui en 2003 a été renversé par la force par les États-Unis, George W. Bush, contre la volonté de la Russie. La Russie avait même menacé de mettre son veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que W. Bush a respecté le veto russe? Non. Humiliation pour la Russie. Même chose, vous reconnaissez cet homme ici? Muammar Kadhafi, dirigeant libyen, qui en 2011, cette fois-ci, sera renversé par la force par l'OTAN. Or, en aucun cas au Conseil de sécurité, la Russie n'avait autorisé un renversement de régime en Libye. Autre humiliation vécue par la Russie de Vladimir Poutine. Et la Libye n'avait pas attaqué l'OTAN. Donc, l'OTAN, en 2011, avait mené une mission offensive. Mais c'était au nom de la responsabilité de protéger le peuple libyen qui subissait des violations des droits humains. Bon. Toujours est-il que cette intervention controversée, aux yeux de Vladimir Poutine, c'est une humiliation supplémentaire envers la Russie. Depuis 1991, depuis la chute de l'URSS, depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis se comportent de manière arrogante. Ils se comportent de manière néo-impérialiste aux yeux de Vladimir Poutine. L'ordre unipolaire américain, un monde dans lequel il n'y a qu'une seule grande puissance, unipolaire. Pour Vladimir Poutine, c'est ça qui doit prendre fin, l'unipolarité américaine. Ce que souhaite Vladimir Poutine, au final, c'est la fin de l'hégémonie américaine dans le monde. Il souhaite briser cette hégémonie. Il souhaite plutôt l'instauration d'un nouvel ordre multipolaire, un monde dominé non pas par une seule grande puissance, les États-Unis, non, un monde dominé, gouverné par plusieurs grandes puissances, dont la Russie. Surtout. Make Russia great again. On l'a dit, que la Russie soit respectée, ne soit plus ignorée, ne soit plus négligée. Ceci étant dit, je pense qu'on a bien expliqué les objectifs, les revendications, les humiliations
subies par la Russie. Maintenant, que faire dans le conflit en Ukraine? Que peut faire l'ONU? Que peuvent faire les Nations unies? Réponse bête, à peu près rien. Le Conseil de sécurité, qui est l'organe décisionnel à l'ONU, il y a 15 pays membres au sein de ce Conseil de sécurité, dont 5 sont des membres permanents. Et ces 5 membres permanents ont tout un privilège, lequel, vous le savez? Un droit de veto. Vous connaissez, monsieur, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité? Russie, Chine, États-Unis? Non. France, Royaume-Uni. États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni. Or, en février, il y a eu une résolution déposée au Conseil de sécurité condamnant l'invasion russe. Qui a mis son veto? La Russie. C'est le seul pays qui a mis son veto. La Chine s'est abstenue. Ah, intéressant. On y reviendra, si le temps nous le permet, à la Chine. Donc, le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé actuellement. Il est verrouillé, il est bloqué. On pourrait s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU. Là, les 193 pays membres de l'ONU ont un siège à l'Assemblée générale. Mais l'Assemblée générale n'a à peu près aucun pouvoir décisionnel. Il y a eu un vote à l'Assemblée générale, encore là, pour condamner l'invasion russe. La Russie a voté contre, c'est certain. Il y a 5 pays qui ont voté contre sur 193. Cette résolution visant à condamner l'invasion. La Russie a voté contre, la Biélorussie a voté contre, la Corée du Nord, étonnant, la Syrie, grand allié de la Russie, et l'Érythrée. Oui, le Nicaragua, vous avez raison, le Nicaragua, ça fait 5, je ne me trompe pas, oui, je calcule bien. Voilà. Donc, sur le plan des institutions internationales, le système est bloqué, l'ONU reste impuissante. L'ONU qui a la capacité, qui a l'autorité d'autoriser donc l'usage de la force, ne peut pas le faire en raison du veto russe. Remarquez les États-Unis, ou tout autre État dans le monde, légalement, pourrait intervenir afin de porter main forte à l'Ukraine. C'est l'article 51 de la Charte de l'ONU. Le droit à la légitime défense collective. Un pays qui est victime d'une agression, d'autres pays peuvent lui porter secours. C'est permis. Or, d'après vous, serait-il une bonne chose d'intervenir directement dans le conflit ukrainien? Est-ce que ce serait une bonne chose pour les États-Unis de déclarer la guerre à la Russie pour le sort de l'Ukraine? On aura compris que les risques sont beaucoup trop élevés. La Russie, on le sait, est une puissance nucléaire et la dissuasion nucléaire a fonctionné durant la guerre froide. Il n'y a pas eu de confrontation directe, les risques d'escalade nucléaire étaient beaucoup trop grands. Il aurait été suicidaire durant la guerre froide de déclarer la guerre à l'adversaire, sachant que l'adversaire est une puissance nucléaire. Or, cet état de fait existe encore aujourd'hui. Le rapport de force aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie repose sur l'équilibre de la terreur, la capacité d'anéantir l'autre, la destruction mutuelle assurée empêche les États-Unis d'intervenir directement dans le conflit. Donc, Joe Biden l'a répété une fois plus tôt, il n'y en aura pas d'intervention directe. À mon avis, il a peut-être même trop répété. Il aurait peut-être dû cultiver une certaine ambiguïté, Joe Biden, à mon avis. Mais les Russes ne sont pas dupes. Les Américains ne risqueront pas une guerre nucléaire pour le sort de l'Ukraine. Alors, que reste-t-il comme moyen? Sanctions économiques. Sanctions économiques.
Les sanctions économiques qui pourraient faire mal à la Russie, ce sont les sanctions qui visent les hydrocarbures. Et ça, Vladimir Poutine, c'était dans son calcul le 24 février dernier. Il ne croyait pas que les pays européens iraient jusqu'à sanctionner les hydrocarbures russes. Prenons un pays comme l'Allemagne. En 2021, il y a eu un nouveau gazoduc pour alimenter l'Allemagne en gaz russe, le gazoduc Nord Stream 2, construit au coût de 11 milliards de dollars. L'Allemagne importe 55 de son gaz naturel de la Russie. Pour l'Europe, c'est le tiers du gaz naturel consommé en Europe qui provient de Russie. Coup de théâtre, le nouveau chancelier allemand a suspendu l'autorisation de ce gazoduc Nord Stream 2. Mais au final, les Européens continuent d'acheter le gaz russe, le pétrole russe. 30 du pétrole consommé en Europe est russe. Cette dépendance des Européens envers les hydrocarbures russes mine la riposte des Européens et des Occidentaux face à cette invasion ukrainienne. C'est quand même 750 millions d'euros par jour en hydrocarbures qui est acheté à la Russie. Et ça finance l'armée russe, vous aurez compris. La Russie, pour le moment, l'Europe, pour le moment, n'a pas les moyens de se priver de ses sources d'énergie. L'Allemagne a renoncé au nucléaire. Il reste le charbon. L'Allemagne a dit qu'elle renoncerait au charbon en 2030. Donc là, il reste l'éolien. Et il reste le gaz naturel liquéfié, qui pourrait provenir des États-Unis, qui pourrait provenir du Canada, qui pourrait provenir de la Norvège, du Qatar. Mais l'Allemagne n'a pas de port méthanier pour accueillir ce gaz liquéfié par bateau et le transformer. Donc, ça va prendre un certain délai avant que l'Allemagne se défasse de cette dépendance envers les hydrocarbures russes. Donc, ça, c'est une carte dans le jeu de Vladimir Poutine encore aujourd'hui. À terme, beaucoup moins. Les Occidentaux ont aussi fourni une aide militaire importante à l'Ukraine, ce qu'on appelle une guerre par procuration. Les États-Unis, notamment, mènent une guerre à la Russie, mais par procuration, par alliés interposés. Donc, on arme l'Ukraine contre la Russie, des missiles anti-chars, comme les missiles Javelin qu'on voit ici, des missiles antiaériens, les fameux missiles Stinger. Il y a deux choses, par contre, que Joe Biden a refusé. De donner des avions militaires à l'Ukraine. La Pologne s'était proposée pour fournir des MiG-29. Joe Biden juge que ce serait un pas de trop à franchir. Ce serait une provocation de trop aux yeux de la Russie. Et il y a une deuxième chose, Biden a refusé. Vous savez laquelle? L'espace aérien. Un no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne, comme il y en avait eu une au-dessus de la Libye, n'est-ce pas, monsieur, en 2011. Biden a dit non. Ce serait beaucoup trop risqué. Il s'agirait pour l'OTAN de prendre possession de l'espace aérien ukrainien. Donc, d'abattre des avions ou des hélicoptères de guerre russes. Ce serait une déclaration de guerre, ça. Et pour ça, il faudrait même bombarder les défenses antiaériennes russes en Ukraine. Non, ce serait un pas de trop. Donc, pour le moment, on s'en tient à ce qu'on appelle des armes défensives, des armes portatives, essentiellement. Cependant, une des conséquences, et ça, Vladimir Poutine, c'est là qu'on dit que ce geste posé le 24 février dernier est un geste irrationnel car contre-productif. Vladimir Poutine souhaitait affaiblir l'OTAN. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les membres de l'OTAN se sont coalisés derrière l'Ukraine.
Et les membres de l'OTAN se sont engagés à augmenter leurs dépenses militaires dans les années à venir. En 2014, Barack Obama avait fixé comme objectif pour les pays membres de l'OTAN un investissement correspondant à 2 du PIB. Donc, que les pays membres consacrent au moins 2 de leur PIB à la défense. On est loin du compte. Regardez l'Allemagne. En 2019, 1,36 de son PIB qui est consacré à la défense. Le Canada, on est à 1,4 C'est une minorité de pays, une minorité d'États membres qui consacrent ce 2 minimum. Or, ça risque de changer. L'Allemagne a même promis 100 milliards d'euros supplémentaires pour la défense. Donc là, l'Allemagne va même dépasser le seuil du 2 voulu. Le Canada consacre 23 milliards à la défense. Pour atteindre le 2 ça devrait être 32 milliards. Donc là, nous, on a quand même il y a un écart à combler. Donc, ça ne se fera pas nécessairement du jour au lendemain. Chose certaine, on assiste à un réarmement en Europe. L'Europe, et ça, c'est un souhait exprimé par Macron en France, l'autonomie stratégique de l'Europe, que l'Europe cesse d'être dépendante des États-Unis pour assurer sa propre sécurité. Et ce souhait risque d'être en partie réalisé à cause de l'invasion russe. Vladimir Poutine aura réussi pratiquement l'impossible, fédérer les pays membres de l'OTAN contre elle, contre la Russie. Donald Trump avait dit que l'OTAN était obsolète il y a quelques années. Macron avait dit que l'OTAN était en situation de mort cérébrale. L'OTAN avait perdu son ennemi historique. Et voilà que l'OTAN ressuscite. Vladimir Poutine a réanimé l'OTAN, on peut le dire comme ça. La Chine dans tout ça. L'ambiguïté de la Chine. Là, il y a un triangle diplomatique entre, d'un côté, la Chine, la Russie, les États-Unis. Et la Chine doit naviguer entre ces alliances. Février dernier, la Chine a signé un traité d'amitié avec la Russie. Pourquoi? Parce que la Chine a besoin des hydrocarbures russes. La Chine importe la moitié de son énergie de l'étranger. Et quoi de mieux que la Chine, que la Russie, un pays frontalier, pour approvisionner la Chine en hydrocarbures? Ça, c'est une réalité. Cependant, la Chine n'a pas intérêt à trop soutenir Vladimir Poutine. La guerre fait augmenter le prix des hydrocarbures. Ça fait mal à la Chine. La guerre fait augmenter le prix des céréales également. Ça crée une crise alimentaire. Ça fait mal à la Chine. La guerre, si elle se prolonge, si les sanctions économiques se durcissent, la guerre perturbe le commerce et la priorité pour la Chine, sa prospérité économique. Donc, la Chine n'a pas à se mettre à dos l'Europe et les États-Unis pour se coller à la Russie. Cependant, un avantage pour la Chine, c'est que ce qui se passe en Ukraine vient détourner le regard des États-Unis. Les États-Unis avaient opéré ce qu'on appelle un pivot stratégique. Depuis quelques années, surtout sous Obama, les États-Unis avaient redéployé leur appareil militaire de l'Europe vers le Pacifique, vers l'Asie-Pacifique. Les États-Unis avaient désigné la Chine comme un concurrent stratégique. Et tous les regards aux États-Unis se tournaient vers la Chine depuis quelques années, encore plus sous Joe Biden. Or, voilà que ce qui se passe en Ukraine vient en quelque sorte compromettre ce pivot américain vers l'Asie, vient compromettre les plans de Joe Biden. Les États-Unis doivent encore une fois se soucier du petit frère européen. Ça compromet donc les plans stratégiques américains. Et enfin, dernier point, c'est Taïwan. Taïwan,
une île au large de la Chine, une île qui a proclamé son indépendance. Faux. Une île qui revendique son indépendance, soyons exacts. Or, pour la Chine, Taïwan lui appartient. Et la Chine a promis de récupérer Taïwan. La Chine a même dit que c'était inévitable. Donc, la Chine regarde avec un œil très intéressé ce qui se passe en Ukraine. Et la Chine voit d'un mauvais œil la réaction des pays occidentaux à l'invasion russe de l'Ukraine. Qu'arriverait-il si la Chine envahissait Taïwan pour récupérer cette île? Est-ce que les Occidentaux vont se comporter de la même manière? Donc, l'Ukraine sert de test pour la Chine dans le cas de Taïwan. Je vous ai perdu avec ça? Ça va? OK. Donc, il y a toute une joute qui se joue là. Il faut voir plus loin que l'Ukraine quand on se met dans les souliers chinois. Je prends un dernier 10 minutes. En conclusion, les scénarios possibles, les dénouements possibles de ce conflit en Ukraine. Le premier scénario, c'est le scénario, à mon avis, initial pour Vladimir Poutine, renverser le régime ukrainien de Zelensky. En passant, on dit qu'il souhaitait dénazifier l'Ukraine. Zelensky est juif. Et Zelensky est russophone. Ses deux parents sont juifs et russophones. Il y a aussi une petite incongruité sur le plan de la propagande russe. Donc, le scénario 1, ce serait une victoire militaire de la Russie. On déloge le régime ukrainien à Kiev et les Russes placent au pouvoir à Kiev en ukrainien, un régime allié, aligné sur les intérêts russes. Ce scénario, il est de plus en plus improbable. La guerre éclair souhaitée par Vladimir Poutine n'a pas eu lieu. Poutine, initialement, son plan était qu'en quelques jours, Kiev s'effondre, le régime à Kiev s'effondre et qu'on puisse placer un régime allié. Ça ne se passera pas. Et même si ça se passait, d'abord, que ferait-on avec cet homme? Si on l'emprisonne, on pourrait l'emprisonner, le faire empoisonner, l'éliminer, oui. On pourrait l'éliminer, l'empoisonner, oui. Là, on en ferait un martyr, par contre. Il est fort là-dessus, il faut croire, effectivement. On pourrait l'empoisonner, l'éliminer, l'assassiner. Là, on en ferait un martyr. Le laisser en poste, on en fait un héros. Lui permettre de quitter, qu'il s'exile. Là, il deviendrait une espèce de Charles de Gaulle. Deuxième Guerre mondiale, de Gaulle a organisé la résistance depuis Londres, Grande-Bretagne. Ou sinon, le faire prisonnier pourrait être intéressant pour la Russie. S'en servir comme monnaie d'échange à la table des négos. Libérer Zelensky en échange de concessions. OK. Tout ça est hypothétique, n'est-ce pas? Pour le moment, Zelensky, toujours en vie, il incarne effectivement un chef de guerre, un héros de guerre, une espèce de résistant qui souhaite libérer l'Ukraine contre l'occupant russe. Mais si jamais Zelensky était renversé, les Ukrainiens pourraient privilégier la guérilla, une guerre d'usure, une guerre d'attrition. C'est exactement ce qu'ont fait les Afghans dans les années 80 contre les Soviétiques. Rappelons-nous, 1979, l'armée rouge, armée soviétique, a envahi l'Afghanistan. Il y a eu entre 15 000 et 26 000 morts du côté soviétique. Et pendant une décennie, l'armée rouge a occupé l'Afghanistan sans succès. L'Afghanistan sera le tombeau de l'URSS. Cette guerre soviétique en Afghanistan va même ruiner l'URSS. Et c'est ce que pourraient privilégier les résistants ukrainiens. Les nationalistes ukrainiens pourraient privilégier la guérilla comme stratégie de combat. Plutôt que d'affronter directement l'armée russe qui est trop puissante, on se tourne vers une guerre d'usure. Il s'agit d'harceler l'ennemi, d'être patient. Ça peut prendre des années, voire des décennies, mais au final, on décourage l'opinion publique
de l'adversaire et on fait fuir l'adversaire. C'est ce que les Afghans ont fait avec succès. 1989, on le voit ici sur la carte, sur la photo, pardon. L'armée rouge quitte l'Afghanistan dans la défaite. Deuxième scénario, pardon. C'est probablement ce qui risque d'arriver, à mon avis. C'est le scénario le plus probable. Une paix négociée. Les négociations de paix ont lieu actuellement, qui ne sont pas très prometteuses pour le moment. Et c'est ce que souhaite peut-être Vladimir Poutine en intensifiant les bombardements. Une espèce de barbarisation du conflit pour forcer les Ukrainiens à la table des négos à faire des concessions. Afin de sauver des vies, il y a un marchandage. Le marchandage, partitionner l'Ukraine. Et là, ça se discute actuellement. Premier point d'abord, la neutralité de l'Ukraine. L'Ukraine renoncerait une fois pour toutes, on voudrait même l'inscrire dans la constitution ukrainienne, jamais l'Ukraine n'adhérerait à l'OTAN. Donc ça, Poutine pourrait obtenir ça. Zelensky a même accepté, de façon préalable, cette condition. Il faudrait qu'il y ait un référendum. Ça, c'est la condition sous-jacente. Il faudrait soumettre un accord de paix à un référendum en Ukraine. Et pour tenir le référendum, nous dit Zelensky, les troupes russes devraient quitter le territoire. Ouf. On est quand même là aux antipodes, OK? Mais il y a quand même un début de discussion. Et très certainement, Vladimir Poutine voudra une sortie de crise qui n'est pas trop humiliante pour lui. Il ne faut pas acculer Vladimir Poutine au pied du mur. Il faut lui permettre une porte de sortie. Et cette porte de sortie, quelle pourrait-elle être? La reconnaissance officielle de l'annexion de la Crimée? Et pourquoi pas la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques du Donbass? Et pas la reconnaissance dans les frontières actuelles de ces deux républiques. Il s'agirait pour ces deux républiques de s'emparer de tout le Donbass. Actuellement, donc, c'est-à-dire avant février, les séparatistes pro-russes occupaient 30 % du Donbass. Là, ils pourraient s'en emparer en entier, y compris la ville de Mariupol, dont on entend beaucoup parler. Mariupol se situe au Donbass. Donc, Mariupol sera en quelque sorte un prix de consolation pour Vladimir Poutine. Et il y aurait une autre exigence, et ça, j'ai des doutes à savoir si Poutine va l'accepter. On renonce à adhérer à l'OTAN, mais Poutine accepte que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne. Ça pourrait se négocier. On en est loin encore. On en est loin. Okay? Il faut quand même commencer à discuter de quelque chose. Oui, ah oui. Des garanties de sécurité, c'est ça. Voilà. Quand on dit un refus d'adhérer à l'OTAN, sous-jacent, il y aurait des garanties de sécurité. Et là, on a même fait allusion au Canada. Le Canada se porterait garant de la sécurité ukrainienne. Voilà, avec quoi on le défendrait? Moi, et vous avez raison, monsieur, même au sein de l'Union européenne n'est pas l'OTAN, ce n'est pas une alliance militaire, mais l'article 42.7 a quand même une clause de défense mutuelle. Okay? Donc, c'est vraiment pas parfait. C'est pour ça que moi, j'ai des doutes à savoir si Poutine va accepter l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Allez, j'accélère un peu, je prends encore 5 minutes. Troisième scénario, ce serait le scénario catastrophe. Une espèce de contagion du conflit, un embrasement du conflit, un débordement du conflit. Beaucoup ont questionné la rationalité de Vladimir Poutine. Beaucoup ont supputé sur est-il saint d'esprit, cet homme? Réponse, à mon avis, j'espère ne pas me tromper, absolument. Simplement, il s'est trompé. Poutine a fait une erreur de calcul le 24 février dernier. Il a sous-estimé la réaction des pays occidentaux. Il a sous-estimé la résistance ukrainienne. Ses proches conseillers ne lui ont pas dit toute la vérité, très certainement de peur de représailles. Il a été mal informé. Il a fait une erreur de calcul. Mais à mon avis,
Il n'a pas perdu la raison. Il demeure rationnel, alors qu'à l'inverse, il serait tout à fait irrationnel d'élargir le conflit. Par exemple, en s'en prenant aux pays baltes. On le voit ici sur la carte, il y a des minorités russes à l'extérieur de la Russie. Cette idée que Vladimir Poutine se présente comme le rassembleur des terres russes au sein d'un nouvel empire, je n'y crois pas. L'économie russe n'est pas suffisamment puissante pour soutenir un tel effort de guerre. Le PIB russe est inférieur au PIB du Canada. Vous vous rappelez de ça? Okay? Et qu'arriverait-il si Poutine s'en prenait aux pays baltes? Les pays baltes sont membres de l'OTAN. L'OTAN évoquerait l'article 5 du traité de Washington. Il resterait la Moldavie, qui n'est pas membre de l'OTAN. Et en Moldavie, il y a une minorité russe en Transnistrie. Si on le voit ici. Oui, on la voit ici, la Transnistrie. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait s'en prendre à la Moldavie afin de faire le pont entre le Donbass, tout le littoral au sud de la mer Noire, y compris la Crimée? Il pourrait s'emparer d'Odessa et faire le pont, une espèce de pont terrestre avec la Transnistrie. Pour le moment, l'armée russe ne nous a pas démontré sa capacité. Même Odessa n'a même pas été prise, a été à peine bombardée. Okay? Ce serait une bouchée trop grande, trop grosse pour la Russie, un tel plan. Et enfin, je vais m'arrêter là-dessus, un quatrième scénario, ce serait un renversement du régime poutinien. Donc, à l'intérieur de la Russie, par exemple, que l'armée, l'état-major, organise un coup d'État. Si jamais, par exemple, Vladimir Poutine, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ordonnait l'usage d'armes non conventionnelles, armes chimiques, par exemple, ou une arme nucléaire tactique, une arme nucléaire de faible intensité en Ukraine, comment réagirait l'armée? Est-ce que l'armée obéirait à un tel ordre grotesque? C'est la grande inconnue actuellement, le comportement de l'armée face à Vladimir Poutine. Pour le moment, l'armée lui est demeurée fidèle. Il a quand même limogé quelques-uns de ses officiers supérieurs, dont 2 hommes au FSB, qui sont les services secrets. Son ministre de la Défense, Shoigu, lui est très fidèle. Les oligarques également, les oligarques sont ces riches hommes puissants, certaines femmes aussi, essentiellement des hommes, qui se sont enrichis sous Vladimir Poutine. Il y a un contrat social en Russie. On ne conteste pas le régime et Vladimir Poutine fait prospérer ces oligarques, ces hommes d'affaires. Avec les sanctions économiques qu'on avait sous-estimées, est-ce que les oligarques vont demeurer fidèles à cet homme? Le contrat social est brisé ici, ça reste à voir. Pour le moment, je ne parierai pas sur un soulèvement de l'armée, encore moins un soulèvement de la population russe contre Vladimir Poutine. Donc pour le moment, je m'en tiens, moi, au scénario 2, partition de l'Ukraine. Voilà. Oui, mais merci beaucoup. Quelle heure est-il? Ben, on a un bon 25 minutes, si vous souhaitez, pour prendre. Je peux prendre vos questions, commentaires. Très clair, merci beaucoup. Je n'ai pas perdu en cours de route. Comment vous le vivez, ce conflit? Oui, madame? Oui. Une ville martyre. Oui, oui, ben oui, effectivement, une ville martyre. Oui, ça. Au moment de la Crimée, si je ne me trompe pas, c'est des nationalistes ukrainiens. Oui.
avait empêché que les pro-russes prennent Mariupol. Oui. Puis on dirait que là, c'est comme une vengeance qui détruise la ville, qui bombarde des hôpitaux, qui bombarde des écoles. Oui, on souhaite créer un effet de terreur au sein de la population pour forcer la capitulation. Ça, les Russes l'ont fait en Tchétchénie en 1999. D'ailleurs, le baptême politique de Vladimir Poutine, c'est la guerre de Tchétchénie. Tchétchénie qui est une région à l'intérieur de la Russie, une région avec des aspirations indépendantistes, donc sécessionnistes. Et Poutine, en 1999, a ordonné donc la répression, cette guerre de Tchétchénie 99-2000. Grozny, la capitale de Tchétchénie, a été rasée. Même chose avec Alep en Syrie. Afin de faire capituler l'adversaire, les Russes ont rasé Alep, qui était le bastion de la résistance au régime de Bachar el-Assad. On assiste un peu à la même stratégie militaire, une stratégie de terreur, encore là, pour forcer la capitulation ou pour forcer des concessions à la table des négos. Et là, hier, Poutine a laissé croire qu'il y aurait une accalmie, donc un désengagement autour de Kiev. Donc, beaucoup jugent que c'est une forme de bluff. C'est simplement pour reconstruire, rebâtir ses forces pour mieux détruire Mariupol. Oui. Oui, oui, mais c'est beaucoup de conscrits, par contre. Là, ça, je suis en désaccord. Oui. Ouais. J'ai plutôt lu 55% des effectifs qui sont mobilisés en Ukraine. Oui. Oui, il faut faire attention, le nombre de soldats sur papier et la capacité de déployer une armée. Si on compte sur papier, la plus grande armée dans le monde, c'est la Corée du Nord, à ce compte-là. Oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas, encore là, en tout respect, il ne faut pas se laisser... Comment? Oui, oui, absolument. C'est une démonstration de force. Les Russes, effectivement, c'est le 8 ou le 9 mai dans leur cas, qui célèbrent toujours la Grande Guerre patriotique, donc la Deuxième Guerre mondiale, avec un immense défilé. Donc, sur papier, c'est une armée effectivement nombreuse, mais on réalise que dans les faits, dans la pratique, là, ils sont embourbés. À ce point embourbés, là, je vous une petite parenthèse, je ne sais pas si on le voit sur une carte, en Azerbaïdjan, les Azerbaïdjanais, les Azeris plutôt, oui, tentent de reprendre une partie du Haut-Karabakh. Il y a eu une guerre en 2020, là, je vous une parenthèse. Là. En 2020, l'armée azérie s'est emparée du Haut-Karabakh aux mains de l'Arménie contre la volonté russe. OK? Et là, en Azerbaïdjan, on tente de reprendre une plus grande portion du Haut-Karabakh. Et là, la Russie n'a pas les moyens de l'empêcher parce qu'elle est embourbée actuellement en Ukraine. Donc, à moyen et long terme, les Russes n'ont pas les moyens, et ça c'est mon analyse personnelle, de s'enliser dans ce conflit parce que ça compromet leurs autres enjeux de sécurité dans la région. Je vais faire un long détour là, pour ce point. Oui, ça aussi, ça a été sous-estimé. Il y a beaucoup de conscrits, il y a beaucoup de désertions au sein de l'armée. Là, je lisais même aujourd'hui, là, il y a une nouvelle vague de conscription et il y a plein de stratégies qui sont utilisées, un peu comme nous au Canada, durant la Deuxième Guerre mondiale. On va se marier précipitamment pour éviter le service militaire. Il y a ça actuellement en Russie. Donc oui, Poutine a clairement sous-estimé la résistance ukrainienne et surestimé ses capacités militaires. Merci à vous, pas de problème. Pas de problème. Oui. Non. Non. La Finlande et la Suède ne sont pas membres de l'OTAN, mais sont membres de l'Union européenne.
Et on l'a dit, l'article 42.7 de l'Union européenne prévoit une clause de défense mutuelle. Maintenant, ça n'a rien à voir avec l'article 5 de l'OTAN, mais je persiste à croire que Vladimir Poutine n'est pas à ce point irrationnel pour s'en prendre à la Finlande. Il n'y aurait aucun intérêt à le faire. D'ailleurs, en 1939, il y a eu ce qu'on a appelé la Winter War, la guerre d'hiver, et les Finlandais ont donné une raclée aux Soviétiques. OK? Et ça, dans la mémoire collective des Russes, c'est encore présent. Donc, c'est un mauvais souvenir, la guerre contre la Finlande. Ça, c'est une chose. Mais de toute façon, militairement, c'est très difficile et je ne vois pas les objectifs politiques à atteindre en envahissant la Finlande. Non. S'il y a un débordement du conflit, ce serait peut-être l'entrée en guerre de la Biélorussie. Ça, déjà, ce serait plus plausible. En passant, la Biélorussie est en situation de violation du droit international. Que des troupes russes utilisent le territoire biélorusse pour attaquer un pays étranger, c'est illégal en droit, c'est une violation des lois de la neutralité. Donc, la Biélorussie, en théorie, est co-belligérant actuellement en regard du droit des conflits armés. Convention de Genève. Correct? Oui, c'est quand même un match nul. C'est ça. Il avait pris la Carélie, une partie au sud de la Finlande, pour mieux protéger Leningrad à l'époque. Mais ça s'était beaucoup moins bien passé que ce que Staline à l'époque anticipait. Donc, il y avait eu des pertes lourdes du côté soviétique. Oui. Encore là, c'est mission accomplie dans le cadre de la Géorgie. Pourquoi s'acharner sur la Géorgie alors qu'actuellement, rapidement, là, si je recule, la Géorgie est pratiquement démembrée. Désolé, ouais, on va l'avoir. Ici, voilà. L'Ossétie du Sud, qui a proclamé son indépendance 91 ou 92, indépendance donc consolidée par l'intervention russe de 2008. La Russie a depuis reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud. Même chose pour l'Abkhazie. Je ne vois pas l'intérêt pour Vladimir Poutine de déployer des troupes. On serait dans une situation qu'on appelle en anglais imperial overstretch. On serait dans une position de surexpansion impériale. Là, les Russes actuellement sont surinvestis dans un pays. Ils n'ont pas l'économie pour soutenir un tel effort de guerre. C'est un géant au pied d'argile. Oui. Oui, bien, ce serait le scénario 4. Ce serait. OK. Non, non. Regardez même le scandale qu'a provoqué Joe Biden en faisant allusion au départ. Hein, il a dit, pour l'amour de Dieu, cet homme doit quitter le pouvoir. Non, c'est dit non. Et même plus que ça, il a commis une bourde aussi, Joe Biden, en qualifiant, à mon avis, Poutine de criminel de guerre. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on doit négocier avec cet homme. Or, en diabolisant Vladimir Poutine, on se prive d'une possibilité de négocier. Qui veut négocier avec le diable? Qui veut négocier avec un criminel de guerre? Je comprends le cri du cœur de Joe Biden. Je comprends son indignation morale. Mais en stratégie, il faut éviter l'enflure verbale. Et il faut éviter donc de diaboliser notre adversaire parce qu'on se coupe ensuite de possibilités de négocier. Ah, bien sûr, oui, 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 oui. Ah oui. 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 S'il y avait dans ce pays-là vraiment un soulèvement populaire, ce qui n'est pas possible en Russie, on le sait, mais en Biélorussie, puis que là, il débattrait ce chef Loutchenko, et là, peut-être que, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Biélorusses qui sont pro-ukrainiens, est-ce qu'il y aurait comme un effet trop néfaste de Poutine pour... Là,
Vous envisagez donc que l'armée ukrainienne débarque. Bouge à l'interne, puis disparaître son Loukachenko. Non, la Russie n'a pas intérêt à se débarrasser d'un homme qui lui est. Non, OK, le peuple, oui. Ils l'ont tenté, remarquez, en 2020. Ils l'ont tenté. 30 000 arrestations. Et rappelez-vous, dans l'actualité, le président biélorusse, on devrait plutôt dire bélarusse. Hein, il y a tout un. Enfin, je n'ouvrirai pas cette parenthèse, là, parce que pour les nationalistes, Bélarus, ce n'est pas la Biélorussie. Parce que le mot Russie, dans le mot Biélorussie. Enfin, ce président bélarusse, rappelez-vous, a fait détourner un avion. C'était en 2020. Un avion sous prétexte d'alerte à la bombe pour procéder à l'arrestation d'un dissident. Vous voyez comment cet homme est prêt à tout. Et cet homme, Loukachenko, c'est l'allié le plus fidèle de Vladimir Poutine. Et Poutine ne s'est pas gêné, effectivement, pour venir prêter main forte en 2020 à Loukachenko pour réprimer cette dissidence en Biélorussie, au Bélarus. Donc, non, ce serait inutile de remplacer que la population. Ah oui, voilà, c'est ça, pardon. Oui, que cette population. Pardon, oui, c'est vrai. Que cette population, non, dans l'immédiat. Au même titre qu'en Russie, l'opposition est tellement faible, l'opposition est tellement désorganisée, les médias sont muselés. Avant-hier, le dernier média indépendant, Novoya Gazeta, a fermé ses portes. C'était le journal de la journaliste Polatevskaya, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, elle a été assassinée en 2006 parce qu'elle avait couvert et dénoncé les crimes de guerre russes en Tchétchénie. Donc, oui, non, je ne crois pas, moi, à un possible soulèvement en Biélorussie dans l'espoir de renverser ce président pour mieux affaiblir la Russie. Je comprends, c'est une bonne intuition, mais c'est trop ténu comme lien mécanique sur la guerre d'Ukraine. Et la population, je ne crois pas, a là, cette volonté, cette capacité de soulèvement. D'autres? C'est bon? Ben, je vous remercie beaucoup de votre présence, votre écoute. J'espère que ça a été instructif pour vous. Merci.